Alors que se déroulent les débats constitutionnels, quelles sont les autres préoccupations dans la population québécoise de 1980 à aujourd'hui? On va commencer par les préoccupations financières. Alors, il faut savoir que durant les années 80, il va y avoir un ralentissement des activités économiques causé par quelques petites récessions. Alors, si les activités ralentissent, il y a moins de revenus pour les entreprises, pour les travailleurs. Ainsi, il y a moins de taxes et d'impôts perçus par les gouvernements. On doit dépenser plus en assurance chômage et il y a donc des déficits des gouvernements et la nécessité d'emprunter. On voit même ici que la dette publique là, au Canada va augmenter au gouvernement fédéral et aussi un petit peu au gouvernement du Québec. Toutefois, on pense que la croissance économique s'avère limitée et les difficultés économiques s'avèrent limitées et de courte durée. Ainsi, on va vraiment remettre en question les programmes sociaux. Donc, ce qu'on pourrait faire, puisqu'on a moins d'argent, ça serait de hausser les taxes et les impôts, ou encore de réduire les dépenses gouvernementales, surtout dans les programmes sociaux. Puis c'est surtout ça qu'on va faire, notamment au Québec. On va couper dans les services publics, on va réduire le salaire de certains employés, même vont être réduits de 20. Au Canada, on va mettre en place la TPS, taxe sur les produits et les services, pour aller chercher des sous. On va privatiser certaines entreprises publiques, donc qui appartenaient au gouvernement. On va les vendre, comme Air Canada et Petro-Canada. Puis on va réduire les prestations d'assurance chômage. Donc, c'est vraiment l'État-providence, l'État qui fournit des services qui est remis en question. Et ça arrive dans un contexte où il y a un nouveau mouvement de pensée qui s'appelle le néolibéralisme. C'est un principe qui cherche à limiter la réglementation des entreprises par les États et qui soutient l'ouverture des échanges commerciaux. Donc, on veut réduire les investissements publics dans les programmes sociaux pour réduire l'endettement de l'État. Donc, si l'État intervient moins, la population bénéficie d'une plus grande liberté et pourra s'enrichir davantage car il aura moins de taxes et d'impôts. Donc, on le voit ici, le principe du néolibéralisme, c'est qu'on va procéder à plusieurs accords de libre-échange pour faciliter là, les échanges commerciaux. Et ça se fait alors que le communisme est en net recul depuis la fin des années 80. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de cette pensée-là du néolibéralisme qui se répand sur les marchés mondiaux. Et justement, on va en signer des accords de libre-échange avec plusieurs pays. Donc, le premier, c'est avec les États-Unis. On va le faire aussi avec le Mexique, avec l'ALENA en 1994. C'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est le libre-échange? C'est une entente économique qui favorise la circulation de marchandises commerciales entre des pays en réduisant les barrières comme les tarifs douaniers, comme ce qu'on voyait ici, là, les barrières commerciales. Les gagnants, industrie de télécommunications, papier journal, parce qu'on en vend beaucoup aux États-Unis, donc faciliter le transfert. On va aussi tout ce qui est avions, véhicules routiers, bois d'œuvre, donc ça facilite les échanges avec d'autres pays. L'élément principal qui est un élément pour les perdants, dans ce cas-ci ici, c'est que ça permet à des multinationales de délocaliser leurs usines. Donc, il y a beaucoup d'entreprises québécoises et canadiennes qui vont pouvoir délocaliser leurs activités pour embaucher de la main-d'œuvre non spécialisée à moindre coût dans d'autres pays. Donc ça, ben, il va y avoir des pertes d'emplois. Euh, Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même des règles au libre-échange. Quand on fait des affaires avec un autre pays, ben, il faut s'assurer qu'on puisse se concurrencer équitablement. Donc, il y a des règles qui limitent l'appui des gouvernements aux entreprises privées. Puis ça, au Québec, on avait depuis longtemps financé certaines entreprises privées, comme Bombardier, Alcan, Vidéotron, pour leur permettre de concurrencer des entreprises sur le marché international. Donc là, il va falloir faire attention ici parce qu'il faut respecter les règles du libre-échange. Donc, c'est pour ça que des fois, on va passer par Hydro-Québec qui va accorder parfois des réductions de tarifs. Et ça n'a pas été évident non plus dans le secteur du bois d'œuvre. Notamment, les États-Unis disent qu'on subventionne le secteur du bois d'œuvre au Canada. Et c'est un secteur d'activité là, que même en 2017, là, c'est réglé parce que les États-Unis ont imposé des frais très élevés à la vente de bois d'œuvre canadien sur le territoire américain. Il faut savoir que les règles du libre-échange, où on ne peut pas nécessairement trop subventionner un secteur de l'industrie, ça ne touche pas les productions culturelles, surtout au Canada et au Québec, où on veut subventionner les productions culturelles pour faire la promotion de la culture d'une nation. C'est pas tout le monde qui est en accord avec le libre-échange et le néolibéralisme parce que ça n'aurait pas nécessairement apporté la prospérité mondiale, comme on le voit ici. Là, oui, il y a eu une augmentation au début, mais après ça, ça va stagner. Ça va même cracher avec 2008, là, qui est une année de grande récession économique. Et on propose différentes solutions, comme l'altermondialisme, où on veut davantage miser sur les valeurs sociales et environnementales. Donc, les projets de libre-échange devraient inclure des lois qui favorisent le respect de la main-d'œuvre et de l'environnement.
Ça ressemble un petit peu à l'économie sociale qui repose sur l'idée que les activités économiques ne doivent pas enrichir certains individus, mais améliorer le bien-être de la société au grand complet, notamment par des entreprises qui sont un petit peu plus coopératives, comme Desjardins, la Coupe fédérée, ou encore des entreprises spécialisées dans l'agriculture bio, des organismes communautaires. Puis sinon, l'inverse du néolibéralisme, c'est le protectionnisme. Donc, c'est de réimposer finalement des barrières commerciales. Dans tout ce contexte-là, ce qu'on a remarqué, c'est que l'État, on aurait défini son rôle. Donc, il doit davantage contrôler sa dette. On essaie de limiter nos dépenses beaucoup plus qu'auparavant, ce qui entraîne un ralentissement de la croissance de la dette. On doit diminuer le financement des programmes sociaux. Donc, on a coupé. Maintenant, c'est sûr que quand on coupe dans les services, les listes d'attente, par exemple, peuvent s'allonger dans les soins de santé. Donc, ce sont différents éléments qui continuent d'être des débats de société. Puis on a privatisé aussi certaines entreprises qui étaient publiques, qui deviennent privées, comme par exemple la compagnie de chemin de fer canadien national. On le fait avec Air Canada, on le fait avec Petro-Canada. Et ça, toute cette question économique, ça amène une redéfinition du rôle de l'État qui tend à réduire son aide aux citoyens, à limiter l'embauche de fonctionnaires. Toute cette question économique a des impacts sur les ressources, notamment au Québec, parce que notre économie repose jusqu'à la fin du 20e siècle sur l'exploitation de nos richesses naturelles. Et s'il y a des récessions, ben, le cours des ressources naturelles en vente sur les marchés financiers, les marchés mondiaux, ben, ça va baisser. Puis ça a des impacts sur des régions ressources comme l'Abitibi-Témiscamingue, comme le nord du Québec, comme la Côte-Nord, comme le Bas-Saint-Laurent, comme la Gaspésie, qui ont été touchés là, par les récessions et le libre-échange. C'est pour ça qu'il y a des difficultés, puis il y a certaines personnes qui vont quitter ces régions-là, et c'est encore pire quand une ville est mono-industrielle, c'est-à-dire qu'une ville ne compte que sur l'activité d'une seule industrie. C'est le cas, par exemple, de Gagnon, de Fermont, ou surtout de Gagnon là, et de Murdochville, qui n'avaient qu'une activité industrielle. Lorsque l'activité était en déclin ou encore que même les mines ont fermé, ben, les villes vont vraiment se vider. C'est ce qu'on appelle la dévitalisation. Ainsi, le défi des régions ressources, c'est de maintenir le service de proximité. Donc, même s'il y a des gens qui quittent, on veut quand même qu'il y ait des services qui restent ouverts, cliniques médicales, institutions financières comme Desjardins, et renouveler la main-d'œuvre dans le domaine agricole, puisque le travail que la ferme exige est difficile par rapport aux revenus qu'il procure, surtout avec des équipements de technologie avancés qui coûtent très, très cher. Puisqu'il y a des gens qui partent, ben, c'est certain que le poids politique des régions diminue. Donc, on va un peu redécouper la carte électorale parce qu'on veut s'assurer qu'un député représente à peu près le même dans l'électeur, mais en même temps, c'est pas toujours facile à faire. Donc, si on prend un exemple, Lapinière en Montérégie, c'est un député pour 55 000 électeurs, alors qu'aux Îles-de-la-Madeleine, c'est un député pour 10 000 électeurs, mais on laisse ça comme ça parce qu'il faut quand même donner du poids à certaines régions. Dernière chose, les régions changent, ben, les municipalités aussi. Donc, dans les années 2000, il y a eu des fusions municipales et l'objectif, c'est de ramener certains services ensemble, comme le déneigement, la collecte des ordures, la prévention des incendies, la police. On veut donc faire en sorte qu'il y ait un service, donc réduire le nombre de fonctionnaires municipaux et les dépenses publiques, puis augmenter la capacité des municipalités à développer des infrastructures en canalisant finalement dans un même endroit. Donc finalement, on a réduit le nombre de municipalités. On est passé de plus de 1300 à un petit peu plus de 1100 municipalités. Par exemple, Lévis, ici, c'est près de 10 municipalités qui ont fusionné. Et ça a apporté des changements, notamment, il a fallu faire plusieurs changements d'adresse. En fait, à Lévis, c'est 511 noms de rues qui ont dû être changés suite aux fusions municipales. Et voilà donc pour les finances publiques qui ont des impacts sur les régions.